remarque par rapport, si vous le permettez. Allez-y, allez-y. Voilà, je voudrais parler sur les compteurs prépayés. Vous savez que ces compteurs prépayés, j'ai rencontré une personne qui ne passe pas la journée à la maison. À peu près, elle dit qu'elle paye 20 000 par jour. Si vous calculez, c'est 600 000. 2 mois, alors qu'elle ne passe pas la journée à la maison. La personne a une boutique. Maintenant, ce n'est pas cet aspect. On suppose que si tout le monde va avoir des compteurs prépayés, la suite, c'est que le prix du kilowattheure va baisser, puisqu'il y aura quand même un paiement qui permettrait d'encaisser de l'argent et qui pourrait se répercuter. Puisque si une personne paie 1 200 000 2 mois, c'est extrêmement, si c'est un salarié, c'est pas connaissant le panier de la ménagère et tout. Et bon, ça contraste avec le résultat économique du gouvernement, mais il faudrait au moins penser à inviter un spécialiste pour dire qu'est-ce que c'est une croissance économique. Alors, ce sur quoi je vais beaucoup insister, c'est aujourd'hui qui va supporter l'éclairage public. Il faut aller au marché de Lambaye vers 22h parce qu'on a installé ces compteurs dans le marché de Lambaye. À 22h, aucune ampoule n'est allumée puisque les gens partent en éteignant tout, y compris même les ampoules qui servent de sécurité. Et finalement, à 22h ou à 23h dans le marché de Lambaye, toute personne peut vous attaquer. En principe, si ces compteurs prépayés sont mis à la disposition des gens qui, en fonction de la consommation, il va de soi qu'à partir de là, il faudrait que l'État décide d'assurer l'éclairage public. Parce que une personne ne peut pas prendre sur son compteur prépayé et faire l'éclairage. Parce que ce que vous voyez dans beaucoup de coins, l'éclairage public est payé par une autre personne, par la facture d'une autre personne. Ce sont les gens qui se réunissent. Ça, c'est le premier aspect. Deuxième aspect, où on va puiser pour ceux qui ont des forages. Vous savez que ceux qui ont des forages utilisent le courant. Aussi le courant. Pour le courant. Nous, par exemple, abandonné par la SEG, à peine aimé par l'EDG, nous savons que quand nous partons puiser, c'est parce que la personne a le courant. Maintenant, si les compteurs prépayés sont installés partout, le propriétaire de ce forage, comment va-t-il faire pour donner de courant, donner de l'eau aux gens? Puisque la SEC n'existe pas. Il sera obligé d'être méchant. C'est-à-dire quand ses cuves sont remplies, il va fermer pour ne pas avoir une faute. Parce que si tout le monde vient puiser sur sa facture, à 20 000 peut-être pour une journée, il va payer 60 000 pour un forage. Donc s'il calcule ça, il peut ne pas être gentil. Évidemment, d'autres peuvent accepter, mais les choses seront plus compliquées pour les gens que la SEG a eu abandonné. C'est ça le grand problème, parce que nous, on connaît un peu. Il faudrait que l'État puisse assurer à la fois l'éclairage public, donne de l'eau aux gens, pour ne pas dépendre des forages des gens qui eux-mêmes dépendent du courant. Et finalement, avec les compteurs prépayés, chacun ne serait pas gentil ou forcément gentil pour donner du courant. Et puis, on ne peut pas quand même nous imposer une sorte de facturation à l'image, par exemple, des pays qui n'ont pas de barrage, des pays qui n'ont pas tout ce qu'on a ici comme ressources naturelles, qu'on fonctionne de la même façon que ces gens. Ces derniers temps, il ne faut pas être surpris. Tous les prix de l'État, on s'en prend à tort aux commerçants. Tout ce que l'État utilise comme fonds, c'est trop cher. Regardez le passeport, la carte d'identité biométrique, le permis. Et aujourd'hui, la plaque d'immatriculation. Et maintenant, aujourd'hui, les compteurs prépayés. Vous avez vu, c'est un peu compliqué. Et à la douane d'ailleurs, c'est autre chose. Parce que j'ai eu je crois qu'on va, on va en faire un sujet complet. Et il faut qu'on essaie d'en faire un sujet complet parce qu'il y a énormément de problèmes. Il n'y a rien qui a été augmenté sur le salaire des gens. Les économies pendant ce temps, malheureusement. Ça peut justifier une entrée de caisse qui ne correspond pas à une activité économique. Quand on retire de l'argent dans les mains des citoyens, pour remplir les caisses et dire que l'État se porte très bien sur le plan économique. C'est pourquoi moi je ne savais pas honnêtement quand on a invité un de trucs qui dit que le résultat économique est extraordinaire actuellement. Parce que mais je voudrais simplement qu'un économiste qu'on nous explique comment on explique, parce qu'on ne peut pas contester les données de la Banque mondiale. C'est clair. Ça ne serait pas sérieux. Mais il faut chercher à les comprendre. Oui, mais vous savez, quand l'État parvient à sécuriser les recettes, à se faire suffisamment de recettes, même sur le dos des citoyens, en termes de performance, l'État aura de bons points. Mais à la base, ça va être compliqué. Moi, j'ai échangé. Je crois qu'on va en faire un sujet peut-être demain ou après-demain. Il faut qu'on revienne sur tout ça parce qu'à la douane aussi, c'est autre chose. Un monsieur qui me dit il a été obligé, ces conteneurs qui sont arrivés au niveau du port de Conakry, de faire demi-tour, passer par le Libéria ou je crois la Sierra Leone, pour débarquer là-bas à cause des frais de dédouanement. Donc il a estimé que ce qu'on lui imposait,
s'il le faisait, c'est comme si il était là en train de travailler pour l'État. Donc on va revenir sur tout ça et aussi la dette intérieure brute qui ne fait qu'augmenter et qui est d'ailleurs en train de tuer certaines entreprises locales. On reviendra sur ces sujets probablement demain ou après-demain. Soit on commence par EDG et ses factures, mais aussi à chaque fois qu'il y a la pluie, tout ce qui se passe. On va revenir sur ce sujet. Alors, je l'annonçais, le Niger, la position de l'Union africaine est désormais connue, Mustapha. C'est vrai que ces derniers temps, on avait eu comme l'impression que l'Union africaine traînait un peu les pas et était en phase de se désolidariser de la décision de la CEDEAO. Mais visiblement, la donne a changé et sa position est claire. L'Union africaine accompagne la CEDEAO. Ce que les gens ne comprennent pas, les institutions ne vont jamais se lâcher. C'est en fait, vous avez un principe de subsidiarité qui fait que l'organisation sous-régionale qui héberge le pays en conflit, disons, dans une situation, fait le rempart. Sauf que le Conseil de paix et de sécurité s'était quand même montré, si vous voulez, opposé à une intervention. C'est pas un organe de l'État. C'est vrai, mais qui fait aussi mais oui, mais le Conseil fait des propositions au chef d'État. Après, c'est le chef d'État. Donc le coup d'État vise directement le chef d'État. Vous comprenez bien cela. Donc comme ça a été dit, voilà, moi je suis pas surpris. Je sais que l'Union européenne, l'Union et toutes les organisations vont soutenir la CEDEAO. Et je vous dis, en matière de crédibilité, la CEDEAO est l'une des meilleures institutions sur-régional au monde. Il faut que les gens comprennent cela. Ce n'est pas que politique. Donc, par rapport à la situation qui se passe au Niger, on a été clair. C'est que moi, je suis un républicain, je n'aime pas le coup d'État. À un certain moment, il faut que ça commence quelque part. C'est-à-dire que personne, et d'ailleurs, la CEDEAO n'a jamais mis en avant l'intervention militaire. C'est pourquoi il y a encore des tractations et je crois que les gens vont essayer de résoudre ce problème-là sans intervention. Parce qu'on dit que la diplomatie, la diplomatie, oui, la voie pacifique reste pour le moment même si le général semble être paraît un peu arrogant et puis voilà, il n'est pas sensible. En tout cas, ses prises de position sont de nature à envenimer la situation. En fait, il est en train d'utiliser la population comme le font souvent les populistes. Voilà, ils font sortir des gens pour dire qu'on a un soutien populaire. Je crois que ça ne doit pas se limiter là. Moi, je pense bien, d'une manière ou d'une autre, il faut que la CEDEAO intervienne. Je ne souhaite pas que ce soit militairement, mais s'il le faut, parce que franchement, disons-nous la vérité, on ne peut pas continuer comme ça. À un certain moment, il faut que ça s'arrête. Et les gens vont dire pourquoi on n'a pas intervenu au Mali, en Guinée, etc. Il faut commencer quelque part. Et les éléments de contexte ne sont pas les mêmes, absolument. Il y a un constat quand même il y a un élément que moi je perçois dans cette affaire-là. C'est que le coup d'État semble moins condamné par l'opinion que la présence française dans les pays où il y a eu le coup d'État. Oui, parce qu'on veut jouer sur le sentiment anti-français pour ça franchement, je crois que se faire une légitimité. Je crois qu'il faut creuser. C'est-à-dire qu'à chaque fois que les putschistes évoquent le fait que c'est parce qu'on veut que la France parte, c'est bien l'influence de la France dans les pays où il y a un coup d'État, et c'est vrai. Et je crois que l'opinion, ça, il faut en tenir compte. Et ceux qui font leur push fondent leur argumentation principale sur la présence française. Et je ne pense pas que ce soit vraiment un élément de justification de coup d'État, parce que ce sont des États qui ont signé des accords. Et moi, je ne suis pas pour la présence de la France en Afrique, je suis l'un des panafricains qui souhaite que la France vraiment se retire de l'Afrique, qu'il enlève les genoux sur notre gorge pour qu'on puisse respirer. Mais à chaque fois que cela, il faut que ça attire. Et malheureusement, ce que je crains pour le Niger, c'est que le Niger est en train de devenir le théâtre d'expérimentation des conflits entre les puissances. Bien sûr. C'est-à-dire que en tout cas, c'est la Russie, oui, c'est ça, la Russie, les États-Unis, la France, etc. La Russie, concrètement, la Russie est en train de gagner le terrain en Afrique. On va revenir sur ce point tout à l'heure parce qu'il y a une vidéo qui montre déjà Prigozhin en Afrique. Il a son entreprise et tout ce qui en suit. Il a son entreprise. On en parlera tout à l'heure parce que tourner le dos à la France et accueillir Wagner ou la Russie, on va revenir. Même les États-Unis. D'accord, on en parlera tout à l'heure. Qu'on soit indépendant, qu'on ne soit pas. On en parlera tout à l'heure parce qu'on apprend que les États-Unis, on reviendra sur ça tout à l'heure. Alors, Baïla, sur cette question, j'ai cru comprendre la dernière fois que tu n'étais pas sûr que l'Union africaine soutienne la CEDEAO et tu disais que tu n'étais pas surpris lorsque le Conseil de sécurité a en tout cas exprimé ou a voulu que cela ne soit pas la meilleure option. Non, en fait, on commentait à l'époque justement des bribes d'informations qui avaient été qui avaient fuité, on va dire, sur effectivement le contenu de cette réunion du Conseil de paix et de sécurité. Et effectivement, j'étais plutôt
heureux d'en prendre, en tout cas, que l'Union africaine allait désavouer ou ne soutenait pas la CEDEAO effectivement dans son aventure hautement risquée qu'elle veut mener sur le territoire nigérien. Hautement risqué? Oui, hautement risqué, très risqué. Et tellement risqué d'ailleurs que justement, même le communiqué, quand vous le lisez entre les lignes, il prend aussi beaucoup de pincettes. D'abord, premier élément, il ne faut pas oublier que ce communiqué a eu du mal à sortir. Ça fait 2 semaines que cette réunion s'est tenue. Elle s'est tenue le 14 août. Aujourd'hui, le 14 août. Aujourd'hui, nous sommes le 22 août. Donc, il a fallu près de 2 semaines pour pouvoir se mettre d'accord sur un communiqué. Et ce communiqué, effectivement, comme vous dites, il affirme son soutien de principe à la CEDEAO, ce qui est prévisible. Mais quand vous lisez entre les lignes et quand vous regardez un peu, vous voyez quand même les pincettes que prend justement l'Union africaine en insistant d'abord sur la solution diplomatique. Il y a 2 paragraphes qui se suivent d'ailleurs, le paragraphe 5 et le paragraphe 6 qu'il est intéressant de relever, réaffirme sa pleine solidarité avec les efforts de la CEDEAO dans son engagement soutenu en faveur du rétablissement de l'ordre constitutionnel par des moyens diplomatiques. Par des moyens diplomatiques. Le point numéro 6, encore, salue et soutient fortement les efforts inlassables déployés par la CEDEAO en vue du rétablissement pacifique, de l'ordre constitutionnel dans la République du Mali et demande à la commission de l'UA de nommer un médiateur. Donc d'abord, effectivement, elle insiste sur la solution diplomatique. Maintenant, mais il y a une sorte de paradoxe parce qu'au même moment... Non, il n'y a pas de paradoxe. Attention, au même moment, peut-être que tu vas continuer, parce qu'au même moment, on précise que il demande déjà le soutien, il est clair. Il demande parce que la petite... la commission, je reviens sur ce passage, on dit... Le Conseil de paix et de sécurité prend note de la décision de la CEDEAO et puis plus loin demande à la commission de l'UA d'entreprendre une évaluation des impacts économiques, sociaux et sécuritaires. C'est que même économiquement, l'Union est prête quand même à accompagner la CEDEAO. Non, attention. Il faut justement... Et j'allais en venir à ce point, mais c'est pas grave. Je disais d'abord pour vous dire qu'il faut lire entre les lignes et prendre ce communiqué avec des pincettes. J'ai commencé par rappeler... Le communiqué n'est pas crédible, mais... Parce que moi, je ne comprends pas. On va le laisser aller au bout de ses idées. Ça nous permettra certainement de comprendre. Le soutien, il est clair et net, il est quand même clair. Mais la CEDEAO n'a jamais mis en avant l'intervention militaire. C'est la solution diplomatique. Et c'est ce qui est appuyé par lui. Même après l'activation de... C'est vrai. Néanmoins, il va terminer. On le laisse aller. C'est comme si ce qui est dit, c'est pas officiel. Non, il va finir pour qu'on puisse mieux le comprendre. Après, on a tous lu. C'est clair. C'est en français. Il va relever ce qu'il a compris. On y va, Baïla. Je ne relèverai jamais assez cette intéressante remarque que j'ai faite, c'est que les défenseurs de la démocratie sont souvent chez nous en Afrique. Premiers dictateurs. Les premiers dictateurs, parce que c'est difficile d'entendre des arguments contraires ou des choses qu'ils n'aiment pas entendre. Et en même temps, on est prêt à déployer, à soutenir un rétablissement de la démocratie par des voies militaires. S'il le faut, pacifiquement, on peut quand même accepter déjà d'échanger les débats, d'échanger les arguments. Tu remarqueras, Kalo, que pendant tout ton passage, je n'ai pas dit un mot. Donc, mais après, c'est comme si nous autres, on n'a pas lu le communiqué. Ce que tu as lu, on l'a lu. Je ne sais pas quelle interprétation. Alors, il va finir. C'est écrit en bon français, c'est pas écrit en latin. De toutes les façons, on va le laisser. Ça, je suis d'accord. C'est comme si le communiqué n'est pas authentique. Il va terminer. Si tu as des observations. Il est le maire, il a les meilleures lunettes pour lire ce qui a été écrit. Calo, on va laisser, même si on partage ou pas son opinion, qu'on lui donne quand même la possibilité de s'exprimer pour qu'on puisse mieux le comprendre. Allez, on y va, Baïla.